Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, je reçois un des leaders, un des futurs leaders, je pense, du digital learning de demain. J'ai nommé Florent Grisot-Verrier. Bonjour Florent. Bonjour Béatrice. Alors Florent, tu viens de MBDA, où tu as le joli titre de Head of Digital Learning and Innovation. MBDA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader européen des systèmes de missiles. Une belle entreprise européenne, tu me le rappelais il y a quelques instants. Avec plus de 12 000 collaborateurs, vous êtes présents un peu partout, notamment surtout en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, un peu également en Espagne et aux États-Unis. On va s'intéresser un peu au contexte MBDA, qui est très intéressant, parce que tu me l'expliquais il y a quelques instants. Vous êtes 12 000 collaborateurs, mais l'année prochaine, vous allez recruter plus de 3 000 nouvelles recrues. Donc c'est ce qu'on appelle dans le monde start-up une hyper-croissance. Donc tu vas me raconter tout ça. Mais d'abord, il y a une question que j'aime bien poser et qui en dit souvent beaucoup sur mes invités. Quel était le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petit ? Alors, c'est drôle parce qu'on m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps. On se l'est posé en atelier formation. Moi, j'ai toujours une passion pour l'enseignement. Donc ça se voit dans mon parcours. C'est toujours ma mission de vie. J'ai toujours voulu apprendre aux autres quelque chose et surtout qui avait rapport avec la technologie. Donc très petit, je me souviens avoir été aux côtés de mon père qui était ingénieur informaticien, qui s'est reformé à l'informatique, qui a appris le métier tout seul en autodidacte. Et je me souviens avoir été à ses côtés en jouant sur les premières machines Atari, à découvrir les jeux, à apprendre les couleurs, le coloriage sur ordinateur, et surtout à l'expliquer à mes camarades de classe dès la primaire, montrer comment fonctionnaient les premières machines sur Windows, aussi aux parents de mes camarades. T'étais déjà un geek avant l'heure, quoi. J'étais un geek avant l'heure, oui. Parce que Atari, c'est vintage. Ça nous ramène à quelques années, quoi. Et c'était pas les machines les plus intuitives. Hein. C'était pas à l'époque encore les Macintosh d'Apple avec une belle ergonomie orange ou bleue. On était sur des ordinateurs rudes, quoi. On n'avait pas d'écran tactile à l'époque. Hein. Rappelons-le quand même. Et donc, du coup, c'est ton père qui t'initie à l'informatique. Oui, et le virus prend. Le virus prend, et surtout le fait d'expliquer aux autres comment ça fonctionne pour qu'eux-mêmes puissent l'utiliser. C'est ça, en fait, qui m'a passionné et qui me fait dire aujourd'hui que c'était ma mission. Enfin, c'est ma mission de vie. Et du coup, moi, ce qui me surprend dans ton parcours, c'est qu'on sent, voilà, tu as une passion très tôt pour tout ce qui est informatique. Et pourtant, finalement, tes premières études sont assez éloignées du monde de l'informatique puisque tu fais de la philosophie. Explique-moi. Alors, la philosophie, c'est en droite ligne avec ma passion pour l'enseignement. Transmettre aussi, non pas un contenu, mais un questionnement. Et faire passer aux autres l'interrogation, le fait de s'interroger sur les choses, sur le monde, sur eux-mêmes. C'est quelque chose qui m'a paru encore plus puissant que transmettre un contenu de savoir très concret. Donc, moi, je me suis orienté comme ça dans mes études. J'ai un parcours très anglo-saxon. On en reparlera peut-être aujourd'hui. Je me destinais au professorat avec cette passion pour la transmission de la philosophie, du questionnement des autres. Donc, et c'était qui tes gourous ? C'était Socrate, Platon Alors non. C'est trop connu. Non, trop non, c'est pas que c'est trop connu, mais j'ai toujours une passion pour des extrêmes, à la fois des présocratiques. Donc je suis passé en classe préparatoire pour préparer le concours de l'école normale supérieure. Et après, j'ai passé mon master en Sorbonne sur de la philosophie antique, avec un master sur Démocrite, donc un penseur vraiment de l'existence, des atomes, de la rencontre aussi, de ces atomes qui est le père finalement de concepts qu'on a vulgarisés, des atomes crochus. Donc je crois beaucoup aussi à la rencontre. Donc la philosophie antique, mais aussi la philosophie allemande m'inspire beaucoup et continue à beaucoup m'inspirer. Philosophie des Lumières, notamment. Et côté philosophie du coup allemande, tu as des références que tu nous recommandes ou... Moi, c'est un peu prétentieux, mais mon dada, c'est vraiment la philosophie de Kant, en fait, qui m'a beaucoup inspiré, qui continue à beaucoup m'inspirer dans le learning aujourd'hui. Le doute, l'importance du doute. Alors ça, c'est plutôt Descartes, mais non, plutôt l'apport de la pensée allemande sur le raisonnement des Lumières. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est sur un moment historique qui est proche de celui qui a été celui des Lumières, avec une rupture, avec des technologies
précédente, avec un mode de pensée précédent, et on arrive à une diffusion du savoir qui est comparable, à mon sens, à celui du début de l'imprimerie, par exemple, avec un savoir qui se répand, qui est accessible maintenant partout, pour tout le monde, à tout moment. Et on doit se remettre en question par rapport à ce savoir-là. Comment j'apprends? D'où vient ma connaissance? Dans quelle mesure ma connaissance doit-elle être critique pour être une vraie connaissance? Et dans quelle mesure je dois aussi me remettre en question? Je dois avoir le courage de me remettre en question pour Bien apprendre. sûr. C'est ça qui me passionne. Alors, on te sent passionné dès que tu commences à parler de philosophie, critique de la raison. On sent que c'est des thèmes que tu as à cœur. Qu'est-ce qui fait que, lorsqu'on est jeune, moi, je m'intéresse un petit peu parce que du coup, je me dis, en général, tu vois, quand on est plus jeune, c'est assez rare d'être aussi passionné pour des sujets qui sont quand même assez ardus de prime abord. Qu'est-ce qui a fait que tu es plongé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a attiré? Il y a eu un professeur qui a créé des déclic, un livre ou... J'ai toujours été très littéraire, de par l'apport maternel, en réalité, qui a été professeur des écoles. Qui t'a initié très tôt à la lecture? Qui m'a initié très tôt à la littérature, effectivement. Et je suis rentré dedans tout petit, en même temps que l'informatique, en réalité. Donc ça a été vraiment la conjonction de l'apport paternel et maternel, avec cette découverte du monde de la littérature et de la philosophie de très très jeune. En général, du coup, les temples d'enseignement de la littérature, c'est quoi? C'est les Hippocane, c'est les facs comme la Sorbonne, c'est... Oui, complètement, les classes préparatoires. Donc Hippocagne, Cagne, j'ai passé les 3 plus belles années de ma vie, C'est je vrai? pense, Tu le dis en avec prépa. ironie ou avec... Non, avec sincérité. Parce que beaucoup d'apprentissage, une structuration aussi, une organisation personnelle, une volonté de dépassement, qui m'ont appris à me remettre en question, qui m'ont poussé à me remettre en question et à structurer ma pensée. C'est vrai qu'en général, les années de prépa sont des années très riches, c'est un peu crevante. Et alors là, tu vas assez loin du coup et tu fais tes classes à la Sorbonne et ensuite tu rejoins Toulouse dans une école de commerce. Est-ce que le choc est pas trop grand? Parce que lorsqu'on est dans la Sorbonne, le temple du savoir à la française et qu'on bascule ensuite en école de commerce, comment tu vis ce... Il y a eu une différence. Ouais. C'est vrai, il y a eu Je une ne vais pas différence. choisir quelle Un vie, choc, non. Mais à ce moment-là de ma vie, je voulais vraiment me plonger dans une transmission plus opérationnelle des savoirs et qui ne se cloisonnait pas, qui ne se cantonnait pas au monde de l'université en formant des futurs professeurs. Donc, ce que je voulais, c'est vraiment avoir un impact sur le monde dans lequel je vivais. Et pour ça, il fallait que je passe par la connaissance, l'apprentissage de ce monde de l'entreprise. Donc, je me suis redirigé effectivement vers des écoles de commerce. Et donc, j'ai passé 2 années et demie à Toulouse, un petit peu à Barcelone aussi, pour développer ma connaissance de la finance, du marketing, des techniques de management également, pour pouvoir avoir un pied aussi et construire mon métier dans l'entreprise. Bien sûr. Et dans quelle mesure aujourd'hui la philosophie, ces apports vraiment en sciences humaines aujourd'hui sont encore pour toi des éléments sur lesquels tu t'appuies ou t'influencent dans ton quotidien, ou peut-être ta grille de lecture tout simplement? Alors, dans le learning, c'est très très important pour moi et c'est ma boussole, le raisonnement philosophique. Encore une fois, parce que je pense qu'on est à un moment charnière où parfois on est plongé dans cette accélération, cette transformation technologique qui fait qu'on n'a pas beaucoup le temps de s'interroger sur soi et de prendre un temps pour se dire, pour remettre en question ce qu'on sait, pour remettre en question la façon dont on avance et pour penser le futur. Donc aujourd'hui, la philosophie, plus que jamais, doit avoir une place prépondérante dans le monde de l'entreprise et pour moi est un apport vraiment crucial et extrêmement important de mon parcours et de ma pensée au quotidien. C'est très intéressant parce que dans le monde du learning, moi je vois beaucoup de parcours qui démarrent effectivement soit dans l'enseignement, soit dans la recherche. Ça me fait penser par exemple à Nicolas Roland d'Engie, tu connais peut-être, ou Yann Mallet à côté Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et on s'aperçoit finalement que c'est des bases très fortes, très solides, qui permettent ensuite d'intégrer le monde de l'entreprise avec un regard assez différent. Aujourd'hui, le concept, tu sais, de talent atypique, d'aller chercher, tu vois, des talents qui ne viennent pas forcément des mêmes écoles d'ingé de commerce. Tout le monde en parle. Mais il y a quelques années, on en parlait moins. Et on s'aperçoit finalement que c'est des apports qui sont excessivement intéressants, quoi. Et tu débutes ensuite dans le monde de l'industrie. Et là, tu arrives chez Renault. Raconte-moi. Oui, chez Renault en Angleterre. Donc, j'ai travaillé un peu plus de 2 ans en Angleterre à la suite de mes études en management et marketing international, avec la volonté pour moi aussi de voir autre chose, de voir une autre culture, un autre pays, une autre façon de fonctionner. Et donc, j'arrive chez Renault sur un poste de chef de produit junior sur la gamme véhicules électriques. Donc, j'ai pu avoir l'opportunité de participer au lancement des premières voitures électriques au Royaume-Uni. On est en 2012, hein. On est au début de l'électrique. On est au tout début de l'électrique,
avec un pari énorme qui est fait par Renault, qui est de se lancer sur le full électrique, et avec cette technologie de rupture, vraiment pour l'industrie automobile, qui va de soi aujourd'hui, mais qui à l'époque était un peu. On a eu des réactions très, très Ça contrastées marchera jamais. de la part des C'est sûr. concessionnaires et de la part des sales régionaux, en disant mais c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Et donc il y avait un effort aussi pour convaincre, pour expliquer, un effort pédagogique pour montrer l'intérêt que ça allait avoir, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochaines années. Et fort est de constater que le pari est gagné aujourd'hui avec un véhicule qui est partout, une technologie électrique qui est partout. Et comment ça se fait que tu pars à Londres, en fait? Je reviens sur ça parce que pour le coup, tu es basé en France. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? En général, parfois, on aime bien débuter un peu dans sa zone de confort. Toi, c'est pas du tout le cas. Et tu dis, OK, je veux vivre l'international. Enfin, tu étais déjà parti à Barcelone, tu le disais. Qu'est-ce qui t'attire? Le goût du challenge et puis la découverte d'une nouvelle culture. Londres, c'est à 2h30 de Paris. Je me suis toujours senti très proche de cette culture anglo-saxonne. J'ai un parcours anglo-saxonne avec des études de philosophie qui est beaucoup plus accepté là-bas, tu l'as dit, et moins à l'époque en France. À l'époque en France, faire des études de philosophie et puis vouloir aller intégrer le monde de l'entreprise, c'est un petit peu suspect. Et donc, je me sentais très proche de cette culture-là, où des gens peuvent faire des études d'histoire de l'art, aller sur du management, aller sur du marketing, aller sur de la finance. Donc ça, c'est l'ouverture et la mentalité anglo-saxonne est très intéressante et continue beaucoup à m'inspirer parce qu'on a une vraie envie d'autodéveloppement des collaborateurs. Le lifelong learning, là-bas, c'est quelque chose qui est culturel. Et se former, on est très loin finalement d'une conception plutôt française avec un plan de formation très top-down. Les collaborateurs vont naturellement vers des plateformes, ont cette envie-là et c'est très culturel. Et alors, juste après, du coup, ton passage chez Renault en marketing, là, tu fais un pas de côté et tu rejoins un des pontes du learning, j'ai nommé Cross Knowledge. Là, comment t'expliques un peu ce passage? Alors, c'est très intéressant parce que du coup, maintenant, aujourd'hui, dans ton poste chez MBDA, tu vois plein d'autres partenaires. Tu as été des deux côtés. Comment ça se fait? Alors, j'ai appris le métier chez Cross. C'est un peu par hasard que j'ai été en contact avec des gens de chez Cross Knowledge, de par des contacts, de par justement ma mère qui était responsable formation à la direction générale de l'aviation civile. Et donc j'avais déjà un pied dans la formation, je le savais pas encore, mais c'était ma vocation future. Elle m'a fait rencontrer des gens de chez Cross Knowledge que je salue, j'ai gardé de très bonnes relations et j'apprends le métier. Et j'apprends ce que c'est qu'une plateforme LMS, j'apprends ce que c'est que la technique, j'apprends à coder. C'est pas vrai, oui, tu mets carrément les mains dans le cambouis. Je mets les mains dans le cambouis. Je suis en contact avec des responsables learning de grands comptes pour lesquels je gère des plateformes, je participe à des démos d'avant-vente et vraiment je participe à la vie du learning pour ce portefeuille de grands comptes dont j'ai la responsabilité. Génial. Et donc là, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, le fait d'être un peu passé chez un partenaire 100% learning? Ça fait quoi? Tu vois, ça me fait penser à Morgane Vidal, qui est maintenant, tu vois, VP côté Veolia, qui a été avant chez Talentsoft. Elle disait, bah, je connais un peu les deux côtés. Donc, dans ses relations avec ses partenaires, ça influe aussi sa façon de comprendre, percevoir les choses. Toi, qu'est-ce que tu en as retenu? Alors, j'en ai retenu beaucoup de choses, et notamment que le learning d'aujourd'hui est vraiment drivé par la technologie. Et on ne peut pas faire du learning aujourd'hui si on ne connaît pas les outils et les limites des outils, à mon sens. C'est vraiment ce que j'en retiens. Il faut connaître les possibilités d'un outil, comme on peut contourner aussi des problématiques techniques et trouver des solutions pour l'adapter à un objectif business opérationnel. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Parfois, on n'a pas ces deux côtés. On n'a pas ce côté technique et qui est parfois dévalorisé aussi. Mais je trouve que c'est complètement à tort. Et là où je te rejoins, c'est je pense que ça va être de plus en plus le cas. Le fait de maîtriser aussi bien, tu vois, la partie stratégie, vision, et la partie vraiment outil, elle va être clé. Et parfois, tu vois, je peux rencontrer des gens qui ont parfois un peu de pudeur ou un peu de, tu vois, un peu côté un peu stop. Parfois, non, non, mais ça, par contre, je laisse à mes équipes. Alors que j'ai envie de dire, mais non, 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 non. Enfin, le fait de connaître un outil, connaître ses fonctionnalités, savoir comment il fonctionne, tu peux en tirer vraiment le plein potentiel. Et on te bullshit pas non plus. On va pas se mentir. Enfin, c'est vraiment les deux facettes super importantes, quoi. Exactement, j'arrive beaucoup à challenger justement les prestataires, les Ça partenaires donne une légitimité énorme, avec qui bien on sûr. travaille chez MBDA grâce à ça. Et vraiment, mon rôle aujourd'hui, c'est aussi de construire, de structurer un écosystème d'outils chez MBDA qui soit à la fois le plus riche possible en termes de modalités, mais aussi le plus simple en termes d'expérience utilisateur pour les collaborateurs.
Excellent. Et du coup, après ce premier passage du coup au sein de Cross, là tu pars dans un autre univers complètement différent cette fois-ci, puisque tu pars dans le monde de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors c'est encore par hasard, hein, c'est un client de Cross Knowledge qui s'est dit plutôt que de payer à Cross Knowledge finalement des frais de mise en place de plateformes, de contenu, on va aller prendre le savoir-faire là où il est. Et donc, ils m'ont proposé de venir. Voilà, ils m'ont proposé un super package avec en prime donc Nice, des bureaux basés à Nice, en bord de mer, avec une vue directe sur la mer. Tout soleil. Tout soleil, 365 jours par an, donc je ne pouvais pas refuser. Ça a été une expérience extrêmement riche parce que l'idée, c'était vraiment de développer une plateforme avec un but, avec un objectif sociétal aussi. Hein. Donc, pour former des mandataires immobiliers, des gens qui sont donc en reconversion, des auto-entrepreneurs, qui ont un passif, un passé, et de pouvoir les faire monter en compétence sur les transactions immobilières, comment je deviens super agent immobilier. Et ça, il fallait l'adresser partout en France, que ce soit à Lille, à Marseille ou à Strasbourg, pouvoir être en capacité de former des mandataires d'un réseau très étendu. Donc, il y a eu un gros travail de création d'un plan de formation avec différentes étapes, mais aussi de création de contenu. Et là, du coup, j'ai vraiment mis la main à la pâte avec des experts métiers sur la création de contenu spécifique pour former des mandataires immobiliers sur les lois, sur le diagnostic, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu mets vraiment les mains dans le cambouis. Tu sais ce que c'est qu'un script pédagogique, un storyboard, shooter une formation. Tu pourrais être chez Okokoro et Florent. Et après cette expérience, tu pars du coup chez Sage. Très belle référence là aussi. Et tu mets en place de nouvelles plateformes type Docebo ou autres pendant 4 ans. C'est bien ça? Un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans. Alors, je suis arrivé chez Sage dans un moment clé, dans un moment charnière. Donc, Sage, c'est un éditeur de logiciels de comptabilité, de gestion, GRH, etc., qui était en pleine transformation avec l'arrivée du cloud. Donc, on passait d'un modèle full on-premise avec une vente dans les supermarchés, je ne sais pas si certains ont connu, mais sur des CD-ROM avec des beaux packaging, à une vente cloud avec des mises à jour qui se faisaient automatiquement et avec un modèle qui était complètement changé. Hein. On passe d'un modèle où on achète une fois un logiciel à un modèle par souscription qui est avec des redevances payables chaque mois. Donc, vraiment une transformation du business model et qu'il fallait accompagner aussi avec une transformation de la façon dont on formait les clients et le réseau de revendeurs de produits, pour leur offrir plus de flexibilité, des mises à jour aussi de formation sur nos logiciels, et au lieu de passer par de la formation forcément 100% présentielle, de passer à une formation plus flexible, plus distancielle, qui s'adapte plus aux besoins de ce réseau-là important de clients et de revendeurs. Et quelques années plus tard, du coup, ça y est, tu rejoins officiellement MBDA. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on commence par parler un peu de la culture MBDA, parce que c'est une entreprise assez mystérieuse, que je considère assez discrète, où là, pour le coup, vous avez un savoir-faire qui est effectivement très confidentiel. Hein. Vous ne pouvez pas forcément communiquer partout. On annonce des beaux contrats dans la presse, mais on ne fait pas voilà, on n'est pas à toute transparence sur finalement ces recettes maison. Quel est du coup l'impact sur la culture learning, ou comment est-ce que toi, tu perçois un peu ta culture apprenante? Alors, MBDA, c'est une entreprise qui est pleine de paradoxes. J'aime bien la décrire comme ça. C'est une entreprise qui est à la fois très ancienne, mais très jeune. Très ancienne parce que elle a un passif de toute l'activité industrielle de défense en Europe, qui était plutôt locale, nationale, jusqu'à 2001. Et 2001, c'est une date clé pour MBDA, parce que c'est la naissance officielle de MBDA avec la fusion de l'aérospatiale, de Alenia Marconi et de Matra, qui donne naissance officiellement à MBDA. Donc c'est une entreprise à la fois ancienne et très jeune, parce qu'on n'a que 21 ans d'existence. Un peu comme Google. Hein. Vous avez les mêmes... Je ne sais pas si on se compare à Google, mais en tout cas, c'est une belle ambition. C'est une entreprise aussi paradoxale du fait des profils qu'elle recouvre. C'est une entreprise qui produit tout de A à Z, avec des partenaires, bien sûr, qui peuvent être mis à contribution. Mais c'est des populations qui sont essentiellement des populations d'ingénieurs, mais pas que. On a une forte population aussi de cols bleus qui vont participer à la production des systèmes de missiles divers et variés qu'on peut produire. Donc vraiment une population très, très mixte. Et troisième élément, troisième paradoxe, c'est une entreprise qui est avec une population qui est à la fois très senior,
mais aussi très jeunes, avec un renouvellement des populations qui est très très important, et ce depuis 5 à 6 ans, où on avait beaucoup de personnes, de collaborateurs plutôt âgés, hein, qui sont partis en retraite. Et on a aujourd'hui un fort renouvellement des populations, avec une moyenne d'âge des collaborateurs qui diminue très fortement, et avec 50% des effectifs qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Donc vraiment un souffle nouveau qui arrive chez MBDA, mais aussi des savoir-faire qui sont très importants, qui sont transmis par les plus anciens collaborateurs chez nous. Excellent. Et en plus, tu me le disais tout à l'heure en préparation, que finalement, vous êtes aussi une entreprise qui est européenne. Parce qu'au début, je te disais, vous êtes une entreprise française dans mon esprit, et pas du tout. C'est que vous êtes vraiment sur plusieurs marchés. Oui, MBDA, c'est une co-entreprise du groupe Airbus, Leonardo, donc, qui est italien, et BAE Systems, qui est un acteur britannique. On est présent effectivement en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, avec une spécificité, c'est que on fournit les armées. Donc MBDA, c'est la seule entreprise qui répond aux besoins des 3 armées. Ça, c'est à signaler, et c'est le leader des systèmes de missiles au niveau européen. C'est une entreprise aussi donc qui a pour client les armées. Et en France, le principal client de la France, ce sont les armées françaises. En Angleterre, ce sont les armées britanniques, de la même façon en Allemagne et en Italie. Donc aujourd'hui, MBDA, c'est une société encore paradoxale parce que qui est à la fois intégrée européenne, mais aussi très ancrée sur du national, avec ce que j'appelle aujourd'hui une société des nations. On est vraiment sur un niveau de sociétalisation avec des process qui peuvent être parfois différents, mais avec cette unité, cette importance de la culture commune et des valeurs du groupe qui fait le lien entre ces différentes entités. Et du coup, comment s'organise le learning, tu vois, tu le disais, une entreprise avec une culture vraiment homogène, mais des nationalités différentes, des profils aussi qui sont très différents, qui vont de l'ingénieur, j'imagine, très très diplômé, à des collaborateurs qui sont sur des lignes de production, sur des gros rythmes. Comment est-ce que tu as structuré ton équipe? Comment est-ce que tu es rattaché? Tu peux nous donner un peu les coulisses? Alors, le learning chez nous, il est donc rattaché à la branche des ressources humaines. Et on est structuré de la façon suivante, avec ma manager qui est responsable Learning Group, et ensuite des entités qui se déclinent nationalement. Donc on a tout ce qui est Learning et Développement, France, Angleterre, Italie, Allemagne, et puis mon équipe qui agit en transverse, hein, et moi je suis en B2B avec les autres directions Learning pour leur apporter l'aspect de digitalisation, donc la transformation de l'offre, mais aussi d'innovation pédagogique. Et donc, on agit en vrai consultant, en fait, dans la formation, on va apporter cet aspect de transformation et d'innovation au sein du learning chez MBDA. Donc, une organisation très nationale et qui se décline après par site, puisqu'on a des sites de production et on a des sites plutôt dédiés au design et à l'ingénierie, donc avec des problématiques très différentes dans les pays. Ultra spécifique. Et du coup, vous avez des académies spécialisées sur vos métiers, ou ça reste des académies, tu dis, sur site, ou comment On a un mouvement des académies qui est en train de naître chez MBDA. On prend un peu de recul parce qu'on a la chance et la malchance chez MBDA d'être dans le système dans le secteur de la défense, et où on a quelques années de retard par rapport à d'autres secteurs qui sont plus avancés dans le vortex de la digitalisation. Nous, on prend ça avec beaucoup de recul, et c'est aussi notre force, c'est qu'on voit ce que les autres font, et donc le lien est important avec les autres responsables learning, les autres entreprises, pour voir ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on sait que ça va nous arriver dans les prochaines années. Donc on s'inspire aussi des autres, et on s'inspire aussi beaucoup des erreurs qu'ont fait les autres, et de la façon dont ils ont pu mettre en place certaines choses qui marchent ou ne marchent pas. Donc chez nous, on voit les académies arriver, on se dirige vers ce modèle d'académie, mais on prend du recul par rapport à ça en se disant on va voir comment ça évolue pour structurer ça demain à travers vraiment un écosystème d'outils qui est en gestation à l'heure actuelle. Super intéressant. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques instants finalement sur ta façon ensuite, toi, de travailler et de collaborer surtout, parce que tout à l'heure on parlait, puis je citais quelques confrères issus de Thales ou de Safran, et toi tu as une approche qui est très ouverte, tu le disais, tu regardes un peu ce que font les autres, tu discutes, tu vas à la rencontre. Ça, tu considères que cette partie-là, ça fait partie de ton job, ce côté un peu benchmark, dénicheur? Alors non seulement ça fait partie de mon job, mais c'est ce qui me nourrit aussi dans mon travail, d'avoir cette inspiration aussi de l'extérieur pour voir ce qui marche moins bien, pouvoir avoir des réflexions en commune avec d'autres entreprises, donc d'autres entreprises du monde de la défense, mais pas uniquement. On s'inspire beaucoup aussi de ce que font d'autres entreprises, par exemple en cosmétique avec L'Oréal, d'autres entreprises. Ah oui, tu sors complètement du secteur. On sort complètement du cadre,
et on voit ce qui marche pas, comment on pourrait l'adapter ou pas chez MBDA aujourd'hui et pour demain. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et ça, tu l'as intégré un peu dans ton flow de travail? Tu t'es fixé, je sais pas, hein, des jours ou des KPI sur ta veille, tes rencontres? Comment tu l'organises? Alors non, je suis C'est pas allé naturel? jusque-là dans l'organisation. Quelle est ta méthode? Je crois beaucoup aux rencontres aussi, Oui. un peu comme Thierry Bonetto. Et c'est les rencontres qui me font évoluer, qui font évoluer la façon dont je pense la formation aussi chez MBDA et qui m'ouvrent aussi à d'autres horizons. Donc non, c'est pas organisé. Je profite de chaque occasion, chaque opportunité d'échange, de partage pour pouvoir confronter mes idées et les formaliser, les fixer et pouvoir peut-être les appliquer dans Ensuite en interne. l'entreprise. Ouais. Et donc tu disais, toi, tu t'inscris plutôt dans un temps long, ce qui te donne finalement le luxe de tirer des retours d'expérience et de voir un peu ce que font les autres et de prendre ton temps. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les enjeux du moment? Parce qu'on sait qu'MBDA vit une vraie transformation. Vous avez eu des chiffres qui sont tout simplement fous. Quel est l'impact finalement sur la transformation culturelle, la formation des équipes? Alors MBDA, c'est une entreprise en pleine croissance et aussi en pleine transformation, en pleine croissance du fait du contexte géopolitique qui est changeant. Donc on dépend du contexte géopolitique et avec une pression qui est mise sur les industriels de défense qui est de plus en plus forte sur le nombre de commandes, mais aussi sur le temps qu'on met à produire des missiles et des systèmes de missiles. Donc on est challengé et l'entreprise aujourd'hui arrive à un seuil où on passe d'une entreprise de 10 000, 12 000 personnes, d'une grosse PME, d'une grosse société des nations, à une multinationale. Donc aujourd'hui, le modèle, il est questionné, il est remis en question à tous les niveaux de l'entreprise en se demandant, et pour demain, à quoi va ressembler MBDA en 2030, en 2040, vers où on se projette. Quel est le bon modèle? Donc le learning a un rôle absolument clé dans cette transformation-là, et on est au carrefour de toutes ces transformations, à la fois de l'intégration d'une nouvelle culture, du nouveau modèle, aussi de nouvelles attentes des collaborateurs qui nous rejoignent, qui ont vécu d'autres choses, qui vivent dans d'autres choses, d'autres façons d'apprendre dans leur quotidien. On est aussi en transformation par rapport au mode de travail qui évolue fortement. Chez MBDA France, on est encore assez peu sur le télétravail, mais avec des contextes, des spécificités qui sont très différentes selon les pays. En Angleterre, avec une ouverture au télétravail qui est très très importante, et un open télétravail, voilà. Donc des nouveaux modes de travail, new ways of working, qui est très important et qui impacte la façon dont on délivre, on pense, qu'on soit en architecture la formation aujourd'hui et encore plus pour demain, avec une forte dimension d'innovation, parce que MBDA est une entreprise très très innovante avec des technologies de pointe et qui intègre aussi les transformations au niveau des technologies. Tout ce qui est intelligence artificielle, on travaille dessus depuis des années. Le quantique, par exemple, qui va aussi transformer la façon dont on a de travailler dans les prochaines années. Et comment est-ce que les métiers se transforment? Les métiers se transforment de plus en plus vite chez nous. La façon qu'on a aussi de travailler est très, très, très impactée, parce qu'on passe vraiment d'un modèle très traditionnel où des personnes, effectivement, on est sur du temps long. Le cycle de développement d'un missile, c'est de 20 à 30 ans. Donc on a des populations de collaborateurs, de collègues qui ont travaillé toute leur carrière sur le même missile à travers des métiers différents. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une fragmentation quand même du monde du travail où on peut passer d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On a des salariés boomerang qui vont chez Thales, qui vont chez Safran, qui reviennent, qui apportent aussi beaucoup de savoir et de savoir-faire de concurrence, sans forcément trahir le secret industriel, mais qui nous apportent aussi qui nous pousse à nous remettre en question en tant qu'entreprise et à remettre en question notre mode de performance, la performance qu'on veut pour aujourd'hui et pour demain. Excellent. Donc on le voit, tu as un poste d'observation super intéressant en ce moment au carrefour de plein de tendances. Et dans ton poste, en fait, dans ton périmètre, tu as également du coup l'innovation. Est-ce que tu as des tendances? Alors tu commençais à parler un peu notamment d'IA. Est-ce que je sais pas si tu t'es mis sur du Midjourney, du DALL-E, du ChatGPT ou autre? Je crois aussi que tu souhaites un peu creuser le monde des podcasts. Est-ce qu'il y a des tendances un peu qui t'intéressent sur 2023 où tu te dis tiens, ça j'ai envie de me frotter? Alors, un peu comme mon collègue Jean-Roch, on a un plan d'innovation. Donc, on structure l'innovation. C'est un élément très important parce qu'on rationalise l'innovation. Et ça, c'est important pour nous. Donc, on sait ce qu'on va explorer en 2023. On sait ce qu'on va explorer en 2024 en termes de modalité. Et puis, on est ouvert aussi, on laisse une place pour des choses qui sont imprévues et qui
pourraient être testés à un moment donné. Donc, par exemple, en ce moment, on teste beaucoup tout ce qui est immersif. On va tester les modalités podcast également. À titre plutôt personnel, on a un groupe de réflexion avec le Club des Learning Activists sur effectivement l'intelligence artificielle, ChatGPT, Synthesia, toutes ces nouvelles modalités, tous ces nouveaux outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous permettre de créer du contenu, des expériences de formation plus rapidement et peut-être aussi de mettre les efforts là où on a une plus forte valeur ajoutée, nous, en termes learning. Donc on explore tout ça, on voit ce qui marche. L'idée, c'est vraiment de procéder en test and learn, de voir ce qui marche pour nous, de voir ce qui marche pour MBDA, parce qu'on est quand même dans une société de la défense où on ne peut pas utiliser de l'intelligence artificielle qui va aller piocher dans les données des collaborateurs. Donc on prend beaucoup de précautions, on a une sécurité informatique qui est très très présente, avec laquelle on est partenaire et qui nous permet de tester, de faire des POC et de voir si c'est applicable ou non pour l'entreprise de défense qui est MBDA. Il y a un mot qui revient beaucoup, enfin 2 mots qui reviennent beaucoup, c'est le test and learn. Je pense que ça ferait plaisir à Dilson de Carrefour, où là, vraiment, toi, tu es dans une logique d'expérimentation. Tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment tu regardes, tu testes, et si ça marche, tant mieux, on industrialise, et sinon, tant pis, on aura appris quelque chose. Exactement. Et l'agilité aussi de l'équipe vient de là. Moi, je suis un grand fan d'Addison, je le vois souvent, je discute souvent avec lui. J'ai beaucoup apprécié son livre, Test and Learn, du coup. C'est quelque chose qu'on met en pratique vraiment au jour le jour dans l'équipe. Mais alors, du coup, ça m'interroge beaucoup parce que tu vois, il y a parfois certains partenaires, certaines entreprises, où la culture est plus une culture un peu de process, de zéro faute. Ça veut dire que toi, tu as réussi en interne de pousser un peu ce droit à l'expérimentation, ce droit au fait de, on tente et si on se plante, tant pis. Oui. C'est quelque chose de communément accepté. Oui, parce que je pense fondamentalement que le learning, et ça c'est ma vraie vision, mon vrai parti pris de manière générale, c'est que déjà le learning n'est pas réductible au training. En France, on a souvent tendance à penser la formation comme du training. Donc le training est important, des activités top-down sur du mandatory, sur de l'obligatoire, compliance, sur des habilitations, etc. Mais ce n'est pas que ça, la formation. Le learning, c'est aussi riche de modalités comme le mentoring, comme le on-the-job learning, comme la capacité aussi à aller voir par soi-même quelque chose qui peut être complètement différent de son corps de métier. C'est inhérent aussi à la curiosité. Et on pense que le learning, considéré de cette façon-là, c'est un vrai levier de performance à tous les niveaux, pour les individus, pour les équipes et pour l'organisation. Parce que, in fine, un individu qui va se former par lui-même, qui a cette curiosité, qui a cette audace de remettre en question aussi ce qu'il sait, ça va être un individu performant. De la même façon, une équipe qui essaye, qui teste, qui fait des erreurs, mais qui a aussi à apprendre ses erreurs, va être une équipe qui va progresser, qui va apprendre. Et in fine, le but ultime, c'est que l'organisation puisse aussi se nourrir de ça et faire en sorte que devienne un espace où les collaborateurs sont à la fois des apprenants et des sachants et puissent transmettre en permanence leur savoir aux autres s'ils en ont l'envie. Et tu disais très justement, finalement, se former, c'est pas nécessairement être dans une classe ou être devant son écran, devant un module digital learning. C'est aussi, comme tu disais, du mentoring, apprendre avec ses pairs. Et bien plus largement, ça prend des formes qui sont tacites parfois et pas formalisées. Alors, du coup, Jean, j'arrive à la partie de ce podcast un peu plus personnelle, puisque du coup, tu es un esprit affûté, avec beaucoup de projets. Tu travailles avec des équipes qui ont l'air aussi des mordus du learning. Comment tu as réussi à construire ton équilibre de vie? Est-ce que tu gardes un œil sur ton téléphone? Tu coupes jamais, ou au contraire, tu as réussi à te créer des plages où tu te dis je suis plongé dans Kant et personne ne me dérange? Effectivement, pour moi, les deux aspects ne sont pas contradictoires, en fait, parce que l'aspect technologique est très important pour moi, donc je suis quelqu'un de très connecté. Je vais beaucoup voir ce qui se passe sur les réseaux. T'es plutôt Twitter, Instagram? Je suis pas très Twitter ni Instagram. J'ai essayé de limiter justement les réseaux, et je suis plutôt vraiment LinkedIn. Et puis je vais farfouiller des articles, des choses qui m'intéressent. Donc il y a cet aspect techno, mais pour moi, qui ne doit pas empiéter aussi sur l'aspect réflexif. Et je fais en sorte de ménager des plages de réflexivité, que ce soit le matin, avec des rituels du matin. Donc, comment tu t'organises sur tes matinées? Tu arrives à sanctuariser un moment de calme le matin devant ton PC? J'essaye de sanctuariser. Alors, chez moi, ce que je fais, c'est que ça passe par le sport. Et je suis très sportif. Qu'est-ce que tu fais? Depuis plusieurs années. Donc, j'ai beaucoup couru à une époque de ma vie.
J'ai couru beaucoup de marathons, Ah, 8 marathon, carrément. marathons, 8 marathons? New York, Moi, je me etc. suis arrêtée au semi et c'est quand j'ai fini Beaucoup de mes semis, semis. je me suis dit, c'est fini, je n'aurai jamais le marathon. T'as fait le marathon de New York? Oui, j'ai fait le marathon de New York. Incroyable. Alors pourquoi j'ai fait le marathon de New York? Parce que je pense que fondamentalement, ça me nourrit aussi dans mon activité. C'est un temps pour moi où on arrive à déconnecter aussi du corps et on arrive à atteindre une sorte d'état méditatif où on peut vraiment se décharger des pensées, de la rumination qu'on a et avoir les idées claires. Et pour moi, c'est ça qui est important dans l'activité sportive, c'est de pouvoir se dégager du corps et de pouvoir avoir un temps pour penser. Et donc, je continue mon rituel du matin, c'est ça, hein. Ma journée commence à 6 heures par 1 heure de sport, que ce soit en salle. J'ai beaucoup fait de triathlon aussi précédemment. Donc, du vélo, de la natation, de Donc la course 6 à heures, pied, 7 de la heures, salle. c'est... 6 heures, 7 heures, c'est du sport, Tu toujours. vas à la salle? Oui. Oui, où je fais du vélo, je cours, et ça me permet de bien commencer la journée et d'avoir ce moment pour moi aussi où je vais réfléchir à comment je vais traiter un problème, comment on va avancer. Généralement, on trouve beaucoup plus de solutions après C'est 1 heure de vrai. sport qu'avant. Et là où je te rejoins, c'est que le sport, enfin, la course à pied, c'est vraiment quelque chose de méditatif. Tu flottes, et là, c'est la détente, tu fais tomber ton stress. Ah, Il y a mais beaucoup de le parallèles matin, c'est avec, dur. il y a beaucoup de parallèles avec la vie aussi, hein. Il faut être, quand on prépare un marathon, il faut être très rigoureux. On a un plan d'entraînement qui est très long, qui est très exigeant, qui parfois peut empiéter aussi sur la vie Perso, perso, ouais. professionnelle. Mais l'important, c'est de se rappeler que ce qui compte, c'est pas d'arriver le premier. Moi, je fais pas pour ça. C'est d'arriver à finir la course. Et vraiment, c'est pour moi une allégorie de la vie, hein, où il y a des jours où on a envie d'abandonner, mais on se dit non, il faut que j'arrive au bout. Et finalement, c'est toujours un combat contre soi-même. Et peu importe combien de marathons on a couru, quand on passe les lignes d'arrivée, c'est une émotion qui est toujours aussi forte et toujours aussi importante, Même parce au que bout c'est du une vraie 8e? victoire, même au bout du 8e. Le 8e, ça a été le marathon de Berlin et ça a été très compliqué, mais c'est toujours une victoire contre soi, qui s'obtient avec de la discipline, de la cohérence, de la consistance, et qui permet vraiment d'aller au bout de soi-même, littéralement. Donc pour moi, c'est vraiment une partie importante de ma vie qui a structuré aussi, qui structure mon parcours. Se dire, c'est une course de fond. Même si les technologies vont très vite, on accélère de plus en plus. C'est pas ça qu'il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin, il faut arriver à se projeter à 5 ans, à 10 ans, voir comment l'entreprise évolue, comment le monde évolue, et comment est-ce qu'on fait du learning aussi, ce levier de performance dont j'ai parlé précédemment, qui va impacter les collaborateurs et l'entreprise dans sa globalité. Excellent. Donc toi, ton échappatoire, ta soupape de décompression, c'est vraiment du coup le sport. Oui. Et comment tu fais pour t'alimenter? Alors, tu disais, voilà, tu t'es aménagé des plages un peu réflexives. Et tes principales sources d'inspiration, qu'est-ce que c'est? Est-ce que plutôt les livres, les conférences, les podcasts, les expos? Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien? Alors, ce qui me nourrit au quotidien, c'est beaucoup les rencontres, hein, c'est beaucoup les échanges, hein, notamment avec le club des learning activistes, mais aussi avec tous ceux que je peux rencontrer, croiser, échanger en conférence. Donc ça, c'est une vraie source d'inspiration pour moi dans ma vie professionnelle. C'est aussi beaucoup de choses que je tire à côté de mes lectures, qui sont pas forcément liées à mon travail, sur des romans, de la philosophie, qui me permettent de me nourrir. C'est une de mes questions. Tu lis plutôt des choses professionnelles, des choses plutôt... Je lis de tout. Je lis de tout, tout le temps. Voilà. Je suis un très grand lecteur Qu'est-ce et que je tu suis nous très recommandes rapide. récemment? Tu as des lectures un peu sympas ou Euh, récentes ou pas, hein, d'ailleurs, si tu avais quelques bons ouvrages avant les vacances de Pâques à nous glisser. Moi, je suis beaucoup en ce moment dans des lectures très pro. Donc, je suis... D'ailleurs, je le salue. Je suis coaché par quelqu'un de formidable qui s'appelle Hervé Dacosta, avec qui on travaille sur le C'est super. leadership. Ouais. Et justement, ça me pousse à me remettre en question. Et donc, il me suggère aussi, à travers son coaching, son enseignement, des lectures qui sont vraiment très impactantes pour moi en ce moment. Et notamment toute la série de Kenneth Blanchard sur One Minute Manager. Bon, c'est un classique. Mais qui m'inspire Indémodable. énormément, un modèle de leadership, leadership situationnel, motivation des équipes, qui me fait beaucoup progresser en ce moment sur la façon que j'ai aussi d'influencer, de leader aussi le learning et d'influencer des interlocuteurs dans l'entreprise. Alors, tu citais Kenneth Blanchard, hein, qui est un des boss aussi de la PNL. Je m'arrête juste un instant sur le fait que tu te fais coacher. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle. Tu vois, en start-up, il y a vraiment un phénomène où maintenant, t'es CEO de start-up, t'as forcément un coach, tu vois. Et le tabou est un peu tombé, alors qu'avant, se faire coacher, oh là là, c'était dangereux. Qu'est-ce qui t'a motivé à te faire coacher?
Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est fondamentalement le désir de continuer à apprendre sur moi-même. Hein, c'est un désir qui m'a toujours animé depuis mes débuts en philosophie, hein, où l'exercice est le même. On se pose des questions, on se remet en question, on se connaît soi-même. Et finalement, c'est le cheminement d'une vie. Pour moi, dans l'entreprise, MBDA m'a donné cette possibilité de faire appel à cette personne-là pour continuer ce cheminement réflexif, pour continuer aussi prolonger mon activité de manager et maintenant de manager international, et de pouvoir voilà, gagner en leadership et continuer à apprendre sur soi. Parce que je pense fondamentalement que l'apprentissage d'un individu sur soi est aussi une des clés de la performance. On pense ça vraiment à tous les niveaux dans l'entreprise. Et ça passe par une remise en question, un courage aussi, de pouvoir déconstruire ce qu'on a appris et de réapprendre. Il y a une vraie humilité, c'est toujours la Oui. clé lorsqu'on se lance dans ce genre de démarche. Merci beaucoup Florent. Il y a 2 punchlines que tu m'as dites que je retiens. La première, impressionnant, c'est le raisonnement philosophique est ma boussole pour penser le futur. Je laisse à méditer. Et enfin la dernière, le learning c'est une course de fond. Il faut se projeter de 5 à 10 ans. Une vraie invitation au temps long. Merci beaucoup Florent pour ce super témoignage. Et à très bientôt, amis de la RH. Merci.